Goed, moeten nog een aantal mensen terugkomen van de lunchpauze, maar we willen toch niet te veel achterstand oplopen op het programma. Dus we gaan stilletjes aan weer beginnen. En ook de kijkers thuis of op andere plekken zullen alweer bij ons zijn. Dus ik stel voor dat we er toch maar aan beginnen. Tot aan de koffiepauze hebben we eigenlijk meer iets wat algemenere uiteenzettingen gekregen die een beeld schetsten van de situatie in de wereld, in Europa en in België zelf. Tot aan de lunch worden we iets concreter en gaan we ingaan op een aantal specifieke elementen of onderdelen of cijfers die belangwekkend zijn. En de eerste uiteenzetting zal u gebracht worden door mevrouw Dominique de Vos van de Raad voor Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen. De Raad heeft een heel interessant onderzoek gedaan over deeltijdse arbeid en zij gaat de resultaten daarvan nu aan ons voorstellen. Dominique? Je dois déjà aller en arrière. Attends. Voilà. Oui, voilà. Eh bien, bonjour à tout le monde. J'ai déjà dit bonjour à plein de gens depuis tout à l'heure. Moi, je voudrais remercier d'abord les organisateurs de cette conférence sur le travail des femmes et la participation des femmes au marché du travail. Mais je veux d'abord me présenter, je vais vous présenter, comme tu dis Lisbeth, un point spécifique, mais quand même très transversal sur le temps de travail plutôt que sur les taux d'activité, et en particulier sur le travail à temps partiel. Mais je voudrais d'abord présenter le Conseil d'égalité des chances entre les hommes et les femmes que je représente aujourd'hui. C'est un conseil fédéral. Je sais qu'il y a des conseils dans les régions bruxelloises et wallonnes, mais nous sommes le conseil fédéral, donc nous avons des compétences fédérales. Notre composition, c'est des partenaires sociaux, des organisations féminines, féministes, des organisations de jeunesse et les partis politiques. Notre mission est consultative, soit d'initiative, soit sur demande. Tout le monde peut nous demander, nous poser une question. On essaie de remplir la mission comme on peut. Et ça se concrétise par une série d'avis, de rapports, de brochures, d'enquêtes, et aussi en organisant des conférences comme celle-ci, des colloques, des campagnes, des journées d'études, etc. Juste un petit mot aussi. Voilà, ça marche quand même. Nous avons une compétence très fédérale, mais très large. Donc, sur le droit du travail, les conditions de travail, l'accès à l'emploi, la santé, la protection de la maternité, la contraception, l'ensemble des congés, les assimilations, la sécurité sociale, j'ai déjà dit, la fiscalité aussi, et on rend des avis aussi sur les directives européennes. Voilà, j'essaie de suivre pour que vous puissiez suivre. On a déjà beaucoup parlé ce matin des taux nationaux et européens d'emploi, dont des taux d'activité, je n'y reviendrai pas. On sait que le taux féminin d'emploi a augmenté de manière exponentielle aussi depuis les années 60, en fait. Et le taux d'emploi masculin, lui, il stagne, mais il est toujours à 75% environ. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que le taux de chômage des femmes est devenu inférieur au taux de chômage des hommes pendant les mêmes périodes. Donc c'est important, pour le temps partiel, vous avez dit, c'est relativement important. Et j'ai bien compris de M. Steven Van Ackeren tout à l'heure que les objectifs étaient de réduire les écarts de taux en avançant un avantage pour les femmes, c'est-à-dire qu'on va augmenter leur autonomie, endiguer la précarité des conditions de vie en général. Mais il y a des objectifs beaucoup plus importants derrière ça. Ce sont des objectifs économiques purement, c'est-à-dire qu'il faut augmenter la productivité de l'économie belge et trouver des solutions pour les pénuries d'emploi. Donc les deux objectifs, il faudra quand même bien prendre en considération que ce n'est pas seulement pour le bien des femmes. Et ce qui est important ici, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que des taux d'emploi globaux cachent toute la sphère du travail à temps partiel. C'est une sphère très importante parce qu'il y a, je vais encore essayer de voir clair comme ça, parce que depuis les années 80, on a un taux d'emploi
à temps partiel qui a augmenté de manière exponentielle. Pourquoi? Parce que fin des années 70, on a un énorme chômage des femmes et des hommes et il faut trouver des mesures de résorption du chômage. Et ce que les gouvernements à l'époque ont fait, c'est de proposer et d'encourager massivement les femmes qui étaient en chômage à accepter un travail à temps partiel pour échapper au chômage. C'est dans la réglementation comme ça. Donc on est déjà dans une perspective de temps partiel de crise. Alors il y a toujours eu du temps partiel précédemment, hein, mais on est dans une perspective de temps partiel de crise, dans une mesure spécifique pour endiguer un peu le chômage. En même temps, on dit aux femmes de travailler, d'aller travailler, mais pas complètement, parce qu'il ne faut quand même pas prendre les emplois des hommes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est la moindre des choses, j'essaie de... Voilà. On adapte toutes les réglementations pour accorder les mêmes droits, sans discrimination aux travailleurs à temps partiel et aux travailleurs à temps plein, ce qui est vraiment le minimum qu'on puisse faire à travers des lois, des conventions collectives nationales, la Convention 35, qui reste toujours d'application, plus tard avec un accord cadre européen, repris par une directive, puisque l'OIT était là, il y a aussi, dans les années 90 seulement, une convention sur le temps partiel. Donc tout ça s'est mis en place pour rassurer les travailleurs à temps partiel qu'on s'occupait bien d'eux et qu'ils n'allaient pas avoir de discrimination supplémentaire aux travailleurs à temps plein, dirons-nous. Mais en même temps, pour attirer les femmes qui étaient en chômage à accepter un travail à temps partiel, on a inventé ce qu'on appelle l'allocation garantie de revenus. Je vais dire l'AGR pour être plus par la suite, qui était en fait une manière d'accorder à charge de l'ONEM une allocation qui permettait de rehausser le revenu, puisque à temps partiel, on n'a pas un revenu temps plein, bien entendu, et donc on leur donnait une allocation complémentaire pour au moins équivalente à ce qu'elles auraient eu comme allocation de chômage si elles étaient restées en chômage. C'est la moindre des choses, mais enfin, bon, on a dû l'inventer comme ça. Mais on se rend... L'autre argument qu'on avait mis en avant dans la politique des gouvernements de l'époque, c'est de dire mais temps partiel, c'est très bon pour les femmes, ça va vous permettre de concilier votre vie familiale et professionnelle. Et il n'en a rien été. On y revient tout de suite. Et en même temps, tout ce travail à temps partiel, c'est le foyer des discriminations indirectes. Il y a dans les années 80 et 90 une quarantaine d'arrêts de la Cour de justice qui condamne des pratiques discriminatoires contre les travailleurs à temps partiel. Et c'est pour ça que le Conseil d'égalité, un conseil d'égalité, hein, donc on lutte contre les discriminations, on s'occupe du travail à temps partiel depuis toujours. Mais cette fois-ci, pour revenir, on a déjà fait des brochures et des avis dans le passé sur ce sujet, cette fois-ci, on voulait ouvrir une autre porte d'entrée dans le sujet. C'est d'aller voir au-delà de ce qui se véhicule tout le temps sur les raisons pour lesquelles on travaille à temps partiel en Belgique et en Europe, c'est d'aller voir sur le terrain comment ça se passe, sur le terrain des conditions de travail. Qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est-à-dire procéder à des enquêtes statistiques et qualitatives, c'est-à-dire on a recueilli des témoignages qui illustraient bien les types de discrimination, les types des récits de vie, en quelque sorte, des femmes et des hommes qui travaillent à temps partiel. Il fallait, beaucoup de gens savent ici dans cette salle ce que représente l'enquête sur les forces de travail d'Eurostat, qui, très simplement, pose toujours les mêmes questions aux travailleurs à temps partiel, parce que ce sont des questions communes à toute l'Europe, qui sont toujours les mêmes, et qui montrent, si on les prend brutalement, qui montrent qu'à peu près 45-49% des femmes disent travailler à temps partiel pour s'occuper de leurs enfants ou pour s'occuper d'un proche parent. Il y a quelques pourcentages pour faire une formation parce qu'elles sont malades, etc. Et ce qu'on ne dit jamais, ou en tout cas, à part les gens qui travaillent sur le travail des femmes, ce qu'on dit très peu, dirons-nous, c'est qu'il n'y a que 10% des femmes qui disent qu'elles veulent travailler à temps partiel. Donc on pourrait dire, à contrario, que toutes les autres raisons, c'est de l'involontaire. Et c'était un peu ça l'hypothèse de départ, c'est d'essayer de voir comment
à travers ces statistiques et ces réponses qui ne permettaient pas des nuances, on pouvait analyser dans quelle manière les conditions de travail impactent les choix des femmes. Alors la méthodologie, est-ce que je suis ça? J'ai peut-être été... Je dois aller plus vite alors. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a, plutôt que de prendre des taux globaux et d'appliquer la même chose à tous les secteurs de l'emploi, on a travaillé sur des secteurs où il y a énormément de femmes qui travaillent et où il y a un taux de travail à temps partiel très élevé. Je vais passer le ciel comme ça, vous allez voir. Et c'était le choix. Hein. Donc on a éliminé certains secteurs, comme par exemple l'ORECA, où il y a beaucoup de travail à temps partiel, mais il y a aussi beaucoup de travail à temps partiel des hommes. Et pourquoi ça ne nous intéressait pas? Parce que dans l'ORECA, il y a souvent des doubles travaux. Hein, les gens ont plusieurs jobs. Et c'est la preuve, s'il y a des hommes qui travaillent à temps partiel, alors qu'ils disent dans les enquêtes qu'ils n'en veulent pas, c'est qu'il n'y a pas d'offre d'emploi à temps plein. C'est une chose importante sur laquelle je vais revenir. Et donc, on a, après avoir dit qu'on a éliminé un secteur, on a pris le secteur du commerce. Et c'est pour ça que vous avez quelques chiffres là, mais peu importe les chiffres, du nettoyage, des soins de santé et en particulier les maisons de repos. On a pris un secteur phare aussi, un peu miroir, c'est les banques, où il y a beaucoup de travail à temps partiel aussi. Mais là, c'est du temps de travail à temps partiel, on va dire choisi, parce que c'est souvent des interruptions de carrière temporaires. Et on a procédé de la manière suivante, est-ce que je vois bien? Ah oui. C'est de construire un questionnaire sur les conditions de travail. Pas le questionnaire de l'Eurostat disant on va vous poser quelques questions sur les choix ou les raisons pour lesquelles vous voulez travailler dans ce système ou dans un autre système. C'est de travailler vraiment sur, établir quelles sont les personnes, quelle est la situation des personnes, leur profil et la situation dans l'entreprise, mais surtout, comment l'organisation du travail se passe dans l'entreprise, à savoir quelle est la durée du travail, quels sont vos horaires, quels sont les rythmes, l'intensité, et surtout la variabilité et la prévisibilité. Et je vous montrerai tout à l'heure les réponses qui ont été données. Plus vite. Je vais passer les réponses tout de suite parce que je voudrais dire que c'était un questionnaire pour la plupart, pour les hommes et les femmes, mais c'était une majorité de femmes qui ont répondu. Et il faut rester modeste. Une enquête, c'est jamais qu'une enquête. Donc, ça donne des indicateurs de tendance. Ça veut dire qu'on peut toujours reprendre une enquête et aller plus au fond des choses. Et première constatation, en ayant éliminé le secteur du nettoyage pour la seule raison que le nettoyage, on a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de lire un questionnaire et encore moins d'y répondre. On a éliminé le secteur. Le nombre de réponses était trop faible et on a gardé le commerce et les maisons de repos. Je ne sais même plus lire ce qui est écrit là. Et première constatation, mais ça on le sait déjà, c'est que le temps partiel est genré. Plus dans ces secteurs-là que dans d'autres. Dans le commerce, on a 68%, un peu plus parfois, qui travaillent à temps partiel entre 19 et 32 heures. Et dans les maisons de repos, les temps de travail, c'est environ 19 heures. C'est-à-dire, en tout cas, pas suffisamment pour s'assurer d'avoir un salaire, en tout cas un revenu global suffisant. La chose la plus importante peut-être, c'est ça. C'est que dans ces secteurs-là, le temps partiel est structurel. L'offre d'emploi est uniquement à temps partiel. Quand on pose la question aux personnes interrogées, on se rend compte que 80 à 90% selon le secteur ont toujours travaillé à temps partiel. Ils sont entrés dans un temps partiel et sont toujours restés dans ce temps partiel. Donc ce n'est pas temporaire. Il y a 3 quarts des personnes qui disent avoir travaillé toujours dans la même entreprise à temps partiel. Et 3 quarts de ces répondants-là disent simplement parce qu'il n'y a pas de temps plein qui est offert. Donc on est vraiment dans la situation, on a une probabilité de travail à temps partiel involontaire. Et quand on pose la question à ces personnes interrogées, est-ce qu'elles voudraient travailler à temps plein? On a une proportion non négligeable de personnes qui disent oui, on veut travailler à temps plein.
80% de ces personnes qui veulent travailler à temps plein effectuent d'ailleurs des heures en plus, ce qu'on appelle les heures complémentaires, et j'y reviendrai tout à l'heure, presque toujours ou régulièrement. Et c'est souvent le cas des hommes qui travaillent encore des heures en plus que les femmes. Alors on voit bien que c'est une variable d'ajustement sur le marché du travail. C'est que les employeurs contractent un temps partiel avec un travailleur et puis modulent leur temps de travail en fonction soit des pics, soit de leurs clients, soit des pics de consommation dans le commerce par exemple. Alors, dans quelles circonstances? Je ne vais pas vous développer ce slide, ça qui est trop compliqué, mais il sera à disposition. Ils sont d'ailleurs à disposition dans les enquêtes qui sont sur notre site. C'est que souvent, il ou elle travaille des heures complémentaires pour compenser une absence, c'est-à-dire qu'il y a un taux d'absentéisme assez important dans ces entreprises et qu'il faut boucher les trous pour augmenter un salaire. Et ça, c'est pour ça que je montre ça, si on peut lire, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, que c'est souvent les hommes qui veulent travailler des heures en plus que les femmes, pour aussi terminer un travail. C'est-à-dire qu'ils considèrent que quand on travaille à temps partiel, on ne sait pas terminer correctement son travail, donc il faut travailler des heures en plus, ou quand c'est imposé par l'entreprise. Ce qui entraîne aussi des résultats constatés par les enquêtes, c'est que cette flexibilisation des horaires et de la durée du travail en fonction des besoins de l'entreprise entraîne une intensification du travail. S'il faut terminer son travail et faire des heures en plus parce que la durée de son temps de travail n'est pas suffisante, ça entraîne une intensification du travail et une augmentation des rythmes, et donc une plus grande pénibilité. Au point que dans certains secteurs, notamment dans les maisons de repos, la charge de travail rend l'augmentation du travail impossible à temps plein, physiquement et moralement. Tout ça, vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les témoignages, c'est pour ça qu'on a fait ces enquêtes. J'essaie de passer pour que vous puissiez un peu suivre ce que j'essaie de démontrer. Mais on voit aussi que, selon les réponses, le temps de travail est bien plus lié à l'organisation de l'entreprise qu'à la sphère privée. Je vous passe les chiffres, mais ça veut dire aussi que contrairement aux résultats de l'enquête sur les forces de travail, quand on pose la bonne question, comment vous travaillez et quelles sont vos conditions de travail, c'est plus lié à l'organisation du travail qui fait que vous ne pouvez pas travailler autrement. Je vais aller un peu plus vite alors. Et une chose importante, oui. Ça me stresse de me dire qu'il y a toujours un peu 5-6 minutes, et puis il n'y a plus que 4 minutes, et puis il n'y a plus 3 minutes. Je sais. Voilà, merci. Alors, dernière chose importante, c'est que, en fait, non seulement la durée du temps de travail est flexible à la demande de l'employeur, mais il y a aussi le système des horaires variables, qui sont, dans les maisons de repos, pratiquement le cas pour 85% des personnes, et dans le commerce pour 95% des personnes. Ça va encore, mais quand on sait que la prévisibilité de savoir quel sera son horaire est très compliquée dans la mesure où, si on vous dit, effectivement, dans le commerce, on vous dit 3 semaines à l'avance, votre horaire va changer. Parfois, c'est la veille, et il faudra remplir, puisque vous avez un contrat, il faut bien y aller quand même. Et dans les maisons de repos, c'est de semaine en semaine. Alors on peut se poser des questions sur est-ce que vraiment le travail à temps partiel permet d'avoir une conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. Combien de minutes encore tu vas me donner? Autant savoir. Alors l'important pour nous, je suis dans quoi là maintenant? Oui, voilà, c'est ça, parce que je ne sais même plus le lire, excusez-moi. Alors évidemment, nous, on rend des avis. On ne fait pas que de la dénonciation ou des constatations. L'objectif pour laquelle on était passé par des enquêtes, une enquête statistique et une enquête qualitative, c'est pour aller sur le terrain et montrer quelles étaient les conditions dans lesquelles les femmes et les hommes, et particulièrement les femmes, travaillaient. Mais nous, on ne s'arrête pas à ça. C'est évidemment pour proposer au gouvernement et aux partenaires sociaux de changer un certain nombre de choses. Alors on a rédigé à la suite de ça, on a fait une journée d'études l'année dernière avec les partenaires sociaux et aussi avec les employeurs de ces secteurs. Et
Une série de recommandations que je vais vous énumérer en vitesse s'adresse aux autorités politiques. Une autre série aux commissions paritaires qui sont déjà au courant et qui sont normalement, puisque je les ai sollicités très fortement, occupés à réfléchir comment on peut améliorer la situation, puisque c'est ça l'objectif. À l'adresse des autorités politiques, un des points fondamentaux, enfin les autres, tout est fondamental, mais disons un des points importants, c'est d'améliorer le mécanisme des heures complémentaires. Alors les heures complémentaires, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais sans vous expliquer ce que c'est la tolérance qu'on donne à un employeur d'allonger, d'augmenter le temps de travail de ses travailleurs sans payer de sursalaire. On lui donne 12 heures par mois maximum, qui est une sorte de flexibilité pour pouvoir augmenter à sa guise et à moindre frais. On demande au gouvernement de changer ça progressivement. Et pour tout vous dire, c'est pour ça que j'ai mis le lien, on vient de déposer une proposition parlementaire à la Chambre pour essayer d'augmenter ça par un système d'avenants, de diminuer le nombre d'avenants, où quand on modifie le contrat de travail, dès lors qu'on travaille plus qu'un certain nombre d'heures, il devient la durée normale du contrat de travail. Ce n'est pas trop technique, mais enfin, j'espère que vous avez suivi. Mais c'est très important parce que ce système des heures complémentaires est très simplement discriminatoire au point de vue de l'égalité salariale. Un travailleur à temps plein a un sursalaire, un travailleur à temps partiel n'en a pas pour les mêmes heures, au-delà de son contrat de travail. C'est purement une discrimination salariale indirecte, sanctionnable. La Cour de justice a déjà sanctionné une pratique comme ça en Allemagne. À bon entendeur, salut. Alors, autre chose importante pour les gouvernements, je ne parle que du fédéral pour le moment, c'est modifier le système des AGR, donc l'allocation de revenus, de garantie de revenus, qui a été modifié plusieurs fois, parce que victime de son succès, en 1990, on était à 200 000 bénéficiaires, on n'est plus qu'à 32 000 bénéficiaires, dont 2 tiers de femmes, simplement parce qu'il a commencé à coûter cher, puisque beaucoup de chômeurs, hommes et femmes d'ailleurs, acceptaient de travailler à temps partiel et bénéficiaient de cette allocation de revenus. Et donc, ce que nous, on demande, on a complexifié le système et on demande de revenir à un système plus simple, donc automatiser le système et revoir les conditions qui sont plus restrictives et qui ne sont pas justes en soi. Mais je ne vais pas vous développer trop, on n'a pas le temps, je sais. Alors, en matière de pension, c'est un peu la conséquence de la distinction qu'on fait en chômage entre l'involontaire et le volontaire. Et alors, on a une série d'assimilations qui est calculée différemment selon qu'on est bénéficiaire d'une AGR ou non. C'est une discrimination entre travailleurs à temps partiel. Et on veut aussi, en termes de pension, supprimer le système de la compression. Mais je ne vous le développe pas, si vous voulez vraiment que je vous explique. Mais c'est un système qui comprime les jours, comprime les heures en jours pour le calcul de la pension et aussi en années. Ce qui fait qu'à tous les coups, on a moins d'années de travail quand on travaille à temps partiel, selon qu'on travaille 3 heures chaque jour ou 2 jours et demi par semaine. Alors, 2 minutes encore. J'ai fini. On a toute une série de propositions, de recommandations, de revendications auprès des partenaires sociaux qui les ont avalisées. Les employeurs, je ne sais pas encore trop, parce que ça va venir de chez eux, de modifier plus vite quelque chose. C'est d'allonger les délais de communication des horaires variables. C'est un peu normal d'essayer de travailler là-dessus, secteur par secteur. De faire respecter les droits à la priorité à un temps plein quand on est un travailleur à temps partiel. Ça, c'est un droit qu'on a par la loi, mais qui n'est pas respecté. C'est aux partenaires sociaux à le faire respecter dans leur secteur. Il faut diminuer le nombre d'avenants, qui fait que les travailleurs à temps partiel ne savent pas combien d'heures ils vont finalement travailler, ils ne savent pas quand non plus. Clairement, dans les maisons de repos, il faut augmenter le personnel, mais alors, je veux dire aussi que les gouvernements des entités fédérées doivent aussi revoir tout l'encadrement du personnel dans les maisons de repos. Dans le nettoyage, ça vous allez tout de suite comprendre, hein, il faut absolument revenir à la journée de travail. Et comme client, ici par exemple, hein, les institutions publiques sont aussi concernées, accepter que les personnes qui travaillent dans ces entreprises de nettoyage, il ne s'agit pas des titres-services, puissent travailler la journée et pas seulement en début le matin très tôt et le soir très tard. C'est aussi dans le collimateur des commissions paritaires et enrayer la concurrence déloyale, essayer de faire accepter
qu'on ne soumissionne pas nécessairement un marché au prix le plus bas, mais en accentuant sur la qualité. Voilà, j'ai encore une chose à dire, mais je ne vous la dirai pas. J'ai pas été assez... Non, je vais même revenir en arrière. C'est parce qu'on a déjà beaucoup parlé de l'égalité de rémunération. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est important que, même dans la... Déjà maintenant, je crois que toute la réflexion sur la directive transparence est en cours, parce qu'elle sera extrêmement lourde pour les entreprises, donc il y aura une concertation très dure. Et elle est très, très intéressante pour les travailleurs parce qu'il y aura une transparence totale et dans cette directive, on privilégie vraiment la transparence par rapport à la vie privée. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir laissé le temps de parole que je dépasse toujours. Et merci d'avoir écouté. Merci Dominique. C'était très, très interessant. En dan kunnen we nu naar de presentatie gaan van mevrouw Valérie Gilbert van de FOD werkgelegenheid, die ons gaat een toelichting geven bij de monitoring van diversiteit op sectoraal niveau. J'attends qu'on mette la présentation. Mais je voudrais, bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de la conférence de me donner l'occasion de présenter tout le travail que notre service d'études effectue dans différents domaines et dont celui de la diversité et de la discrimination. Alors, un premier rapport diversité sera publié fin d'année prochaine, donc en décembre 2024. L'idéal, c'est qu'il sera prêt. Alors pourquoi un rapport diversité? Alors le point de départ de ce rapport, c'est l'accord du gouvernement du 30 septembre 2020 qui mentionne « Nous accordons une attention particulière à la lutte pour la diversité et contre toutes les formes de discrimination. Le gouvernement mettra en place un monitoring de la diversité et de la discrimination au niveau des secteurs. » Alors, ce point a été concrétisé dans la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail et qui mentionne précisément dans son chapitre 11, qui est appelé « Monitoring de la diversité dans les secteurs d'activité et les entreprises », que des fiches seront remises tous les 2 ans aux sous-commissions et commissions paritaires qui auront 6 mois pour répondre aux différents éléments de la fiche via un rapport. Si les explications qui seront présentées dans ce rapport ne sont pas satisfaisantes par rapport aux différences qui ont été mises en évidence dans leur commission paritaire, on leur demande d'établir un plan d'action et un suivi sera fait alors par le biais du rapport diversité qui permettra de voir l'évolution de différents indicateurs. Alors pour ce rapport diversité, on ne part pas de rien. On va partir du monitoring socio-économique, qui est un rapport que sans doute la plupart d'entre vous connaissez. C'est un rapport qui est publié tous les 2 ans depuis 2013 et la 5e édition a d'ailleurs été présentée l'année passée lors de la conférence 2022 et a été présentée dans sa version complète en octobre 2022. Alors pour rappel, ce rapport vise à analyser l'intégration des personnes d'origine étrangère sur le marché du travail. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce rapport, je vais juste brièvement rappeler quelques éléments méthodologiques de ce rapport. Alors premièrement, les données qui permettent de rédiger ce rapport proviennent du Data Warehouse, marché du travail et protection sociale. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des données administratives. Nos données contiennent pratiquement l'ensemble de la population de 18 à 64 ans. Et pour notre rapport, nous avons donc demandé différentes variables qui donc sont disponibles. Nous avons l'origine nationale, qui est une variable que nous avons créée et qui est définie dans notre rapport par la nationalité actuelle et la nationalité à la naissance de l'individu, ainsi que la nationalité à la naissance des parents. Donc on crée la variable origine à partir de ces éléments-là. Nous avons aussi créé une deuxième variable, qui est l'historique migratoire, qui permet d'appréhender la génération à laquelle l'individu appartient. Donc, est-ce qu'elle appartient à la première, à la deuxième ou à la troisième et plus de générations.
Ensuite, nous avons évidemment toutes sortes de caractéristiques personnelles telles que le genre, l'âge, le niveau de diplôme, le domaine d'études, la région d'habitation ou la région de travail en fonction de ce qu'on analyse, le secteur et évidemment les commissions paritaires. Alors, sur base de l'ensemble de ces données, on procède pour ce rapport à différentes analyses. La première est une analyse de la démographie selon l'origine et l'historique migratoire, celle du marché du travail, toujours selon l'origine et l'historique migratoire. Donc, dans ce cadre, on analyse évidemment le taux d'emploi, les caractéristiques de l'emploi, le taux de chômage, l'inactivité, mais aussi la mobilité socio-économique. Donc, le passage de l'inactivité vers l'emploi ou du chômage vers l'emploi, mais aussi les transitions salariales. Et enfin, à chaque rapport, on essaye de faire un focus sur différentes thématiques pour un peu créer de nouvelles perspectives ou créer de nouvelles variables ou d'apporter une approche supplémentaire. Et donc, les différentes thématiques que nous avons déjà abordées sont les jeunes en stage d'insertion professionnelle, le secteur public, les motifs de séjour, les villes, les personnes originaires de l'Union européenne, donc vraiment un focus sur les différentes nationalités des pays de l'Union européenne, les personnes originaires de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi, une analyse plus spécifique de la deuxième génération, l'impact de la Covid-2019, le travail étudiant, le retard scolaire et le détachement. Alors évidemment, dans toutes nos analyses, le genre est toujours présent. Tous nos tableaux, toutes nos analyses contiennent, autant que c'est possible de le faire, contiennent le genre. Alors évidemment, ce rapport diversité va étendre l'analyse à d'autres critères de discrimination et à d'autres domaines. Alors, si les secteurs et les commissions paritaires étaient déjà présents dans le monitoring, ceux-ci seront désormais systématiquement ou quasi systématiquement pris en compte pour le rapport diversité. Pour le handicap et pour l'invalidité ainsi que l'incapacité de travail de plus de 6 mois, nous avons créé 2 variables qui permettent de capter de manière plus large le handicap et l'invalidité ainsi que l'incapacité que ce qui est actuellement disponible dans les données de la Data Warehouse. Et enfin, nous avons également créé une variable qui permettra de déterminer ou d'appréhender les couples de même sexe via des données objectives, c'est-à-dire via l'information disponible au registre national sur la cohabitation légale et le mariage. Alors, dans les quelques slides qui vont suivre, je vais reprendre quelques graphiques clés par origine de notre rapport monitoring en distinguant toujours évidemment hommes-femmes, et ce afin de vous montrer la richesse des données qui sont actuellement à notre disposition et qui seront dans le futur également à notre disposition. Alors, le premier graphique reprend communément le taux d'emploi selon le genre et l'origine. Et comme l'a montré Steven Van Ackere dans sa présentation, le taux d'emploi des femmes reste inférieur à celui des hommes. Quand on s'attarde sur l'écart de taux d'emploi entre les femmes et les hommes, on peut voir qu'il s'élève à 6,9 points de pourcent. Et quand on regarde par origine, on peut voir que cet écart est le plus faible pour les personnes d'origine belge, ainsi que celles originaires d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, et est plus élevé pour les personnes d'origine étrangère. Et il est, je n'arrive vraiment pas à voir, et il est particulièrement élevé pour les personnes originaires d'un pays candidat à l'Union européenne, du Maghreb et du Proche et Moyen-Orient, avec un écart qui s'élève quand même à 22 points de pourcent. Alors, ce slide reprend le taux d'emploi selon le genre et le type de ménage. Cet aspect a été plus ou moins abordé dans un des slides de Steven Van Ackere. Et on peut voir que le taux d'emploi des personnes en couple est le plus élevé, suivi par celui des chefs de famille monoparentales et des couples sans enfants. Et j'ai oublié de dire que c'était le taux d'emploi avec des couples avec enfants. Alors, le taux d'emploi des isolés est par contre, lui, le plus faible. De nouveau, quand on s'attarde sur l'écart de taux d'emploi entre les hommes et les femmes par type de ménage, on constate qu'il est le plus élevé pour les couples avec enfants et moins élevé pour les isolés. Quand on décline ce graphique par origine, on arrive
exactement aux mêmes conclusions. Cependant, de nouveau, quand on s'attarde, je ne sais pas si ça change quelque chose. Ça n'a pas l'air. Bon. Cependant, quand on regarde par origine, on peut voir qu'on observe des écarts particulièrement importants, de nouveau, pour les personnes d'origine étrangère et en particulier pour les personnes originaires d'un pays candidat et du Maghreb. En effet, pour les personnes originaires d'un pays candidat, l'écart de taux d'emploi entre hommes et femmes isolés s'élève à 8,7 points de pourcent, celui de ceux en couple sans enfants à 19,2 points de pourcent et celui pour ceux en couple avec enfants à 30,9 points de pourcent. Et la situation pour les personnes originaires d'un pays du Maghreb est un peu paradoxale parce qu'on peut voir que l'écart de taux d'emploi entre hommes et femmes isolés est le plus faible et il est quasiment nul. Par contre, il augmente à 21,6 points de pourcent pour les couples sans enfants et à 37,5 points de pourcent pour les couples avec enfants. Ah non, là je dois revenir en arrière. Voilà. Alors sur ce graphique, je perds le... Je vais essayer de ne pas trop bouger. Sur ce graphique, vous pouvez voir le taux d'emploi par genre, origine, mais également par niveau de diplôme. Alors, le niveau de diplôme faible correspond aux personnes qui disposent au maximum d'un diplôme de l'enseignement du secondaire inférieur. Le niveau moyen correspond aux personnes disposant du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Et le niveau élevé correspond aux personnes disposant d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Alors, le premier constat que l'on peut faire et qu'on connaît, c'est que le taux d'emploi augmente avec le niveau de diplôme. Ainsi, les diplômés de l'enseignement supérieur ont un taux d'emploi plus élevé que celui des personnes disposant d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et qui est lui-même supérieur à celui qui dispose d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur. Et ce, quel que soit le genre et l'origine. Alors, le deuxième constat que l'on peut faire, c'est que l'écart de taux d'emploi diminue avec le niveau de diplôme. En Belgique, l'écart de taux d'emploi entre les hommes et les femmes pour les personnes disposant au maximum d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur s'élève à 14, points de pourcent, à 8,7% pour les détenteurs du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et à 2,9 points de pourcent pour les détenteurs du diplôme de l'enseignement supérieur. Alors, on peut également constater à nouveau que cet écart est particulièrement important pour les personnes originaires d'un pays candidat à l'UE et du Maghreb. Par contre, il est le plus faible pour les personnes originaires d'un pays de l'Afrique subsaharienne. Alors, ce slide constitue un bel exemple d'intersectionnalité, puisqu'à travers ce graphique, on peut voir que les femmes étrangères ayant un niveau de diplôme faible, cumulent en fait les obstacles sur le marché du travail. Alors, dans sa présentation de tout à l'heure, Steven Van Akkeren nous a présenté le taux d'inactivité et nous a montré qu'il était supérieur pour les femmes. Les données dont on dispose permettent de distinguer le type d'inactivité. Ainsi, sur ce slide, vous pouvez voir que l'inactivité est répartie en interruption de carrière, dispense d'inscription comme demandeur d'emploi, revenu d'intégration, pension, prépension, allocation familiale, incapacité de travail, allocation aux personnes handicapées et un groupe autre. Et ce groupe autre est composé des personnes qui ne sont pas identifiées comme étant en emploi ou qui ne sont pas inscrites comme demandeurs d'emploi, mais qui ne disposent pas non plus d'un statut qui lui permet de bénéficier d'une allocation ou d'un revenu d'intégration. Alors on peut voir très nettement sur ce graphique que la part des femmes relevant de cette catégorie autre est bien plus élevée que celle des hommes. Et très logiquement, la part des femmes dans les autres catégories d'inactivité est inférieure à celle des hommes, à l'exception, et ça renvoie à la présentation de Steven, à l'interruption de carrière qui est plus élevée pour les femmes que pour les hommes. Alors, Steven Van Akkeren nous a également présenté la part
la part des femmes dans les grands secteurs de l'économie. Et sur ce slide, nous avons repris la même information, mais pour les secteurs à 2 chiffres. Donc une information un peu plus précise, donc sous-secteur, parce que la répartition hommes-femmes varie fortement aussi au sein d'un même secteur. Et alors ce slide reprend le top 10 des secteurs masculins et féminins. Et alors nous pouvons voir en vert le top 10 des sous-secteurs masculins. Et on peut voir que les 3 sous-secteurs qui composent le secteur de la construction constituent le top 3 des secteurs masculins. On retrouve également le sous-secteur sylviculture et exploitation forestière, mais également 6 des 24 secteurs qui constituent l'industrie manufacturière. Alors, dans le top 10 féminin, il y a un peu plus de diversité sous-sectorielle. On y retrouve les 3 sous-secteurs de la santé humaine et action sociale. On retrouve le service relatif au bâtiment, donc les activités de nettoyage. On retrouve 2 des sous-secteurs des autres activités de service. On retrouve également l'activité au ménage, l'enseignement, un des secteurs de l'industrie manufacturielle qui est l'industrie de l'habillement, c'est bien ça, et enfin l'industrie, les activités vétérinaires. Voilà, ça c'est un peu le top 10 des secteurs masculins et le top 10 des secteurs féminins. Alors à ce top 10, dans chaque féminin et masculin, nous y avons associé la répartition des salariés entre les bas salaires, les salaires moyens et les salaires élevés. Alors ici, par salaire, c'est un concept qui est développé par l'ONSS, qu'on utilise, c'est le salaire journalier et qui était un salaire en équivalent temps plein. Et nous avons réparti ce salaire en déciles. Et les bas salaires correspondent aux déciles 1 à 3, les salaires moyens correspondent aux déciles 4 à 7 et les salaires élevés correspondent aux déciles 8 à 10. Alors on peut voir que pour l'ensemble des salariés, 29,2% se trouvent dans les bas salaires, 39,9% sont dans les salaires moyens et 30,9% se retrouvent dans les salaires élevés. Alors nous pouvons voir que dans le top 10 des secteurs masculins, le top 10 des secteurs masculins sont des secteurs qui ont des parts particulièrement élevés de salariés dans les salaires moyens, tandis que le top 10 des secteurs féminins sont des secteurs qui ont des parts élevées de salariés dans les bas salaires. Alors, sur base du rapport, des données qui étaient à notre disposition pour le rapport monitoring socio-économique, de premières fiches par commission paritaire ont été réalisées et elles sont disponibles sur notre site internet. Et chaque fiche est composée d'un petit box qui résume les points mis en évidence et reprend également des graphiques et un bref texte descriptif de différents indicateurs. Il y en a 6 pour le moment. C'est évidemment des fiches qui sont amenées à évoluer en fonction des données disponibles. Il y a la répartition hommes-femmes dans la commission paritaire, l'écart salarial entre les hommes et les femmes, la répartition par âge, la répartition par origine, la répartition par historique migratoire et la répartition par niveau de diplôme. Alors, nos fiches sont sur la page statistique de notre SPF. L'adresse est indiquée là-dessus. Une fois que vous êtes sur notre page statistique, vous devez cliquer sur Monitoring socio-économique 2022 et ce sera le premier lien. Les fiches par commission paritaire apparaissent au premier lien une fois que vous aurez cliqué sur le rapport Monitoring socio-économique. Alors, dans les 6 prochains slides, j'ai repris les graphiques tels qu'ils sont repris dans les fiches que nous avons établies. Et étant donné que Febelfin et Constructive vont nous présenter leur projet, j'ai choisi de montrer l'ACP 124 et l'ACP 310, c'est-à-dire l'ACP de la construction et l'ACP des banques. Il s'agit ici nullement de faire une comparaison entre ces 2 commissions paritaires. Je vous les montre à titre indicatif.
Alors, tous ces indicateurs sont basés sur les données administratives disponibles dans la Data Warehouse, à l'exception de l'écart salarial pour lequel on a utilisé l'enquête structure des salaires. Alors, je veux aussi insister sur le fait que ce sont des premières fiches. Le projet de loi a été mis en œuvre, ou en tout cas a commencé, quand notre demande de données pour le monitoring socio-économique était déjà en route. Donc, ces premières fiches ont été établies sur base des données qui étaient à notre disposition. Il n'était plus possible, malheureusement, d'avoir des données beaucoup plus précises par secteur ou des données supplémentaires. Mais ces premières fiches donnent quand même, selon les différents indicateurs, une bonne indication des différences qu'on peut capter entre les secteurs. Alors, le tout premier indicateur, vous l'avez devant les yeux, il reprend la répartition hommes-femmes parmi les salariés. Et le petit texte pour cet indicateur précise bien, donc on renvoie toujours, il y a toujours une comparaison qui est faite pour chacun des indicateurs avec la moyenne qu'on peut observer pour l'ensemble des salariés. Et pour la répartition hommes-femmes des salariés, elle est assez égalitaire dans l'économie puisqu'on est quasiment à 50%, 50%. Le deuxième indicateur, je vous les présente juste, hein, donc ce n'est pas de comparaison, c'est juste, ça vous permet juste de vous donner une idée de voilà, à quoi ça ressemble. Le deuxième indicateur porte sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes et il se base, comme je vous l'avais déjà dit, sur l'enquête sur la structure et la répartition des salaires de Stadbel, qui est une enquête qui est l'enquête fréquemment utilisée. Alors, on a aussi fait un troisième indicateur qui porte sur la répartition par âge au sein de chaque commission paritaire et ça permet de voir si la commission paritaire a une population de salariés plutôt jeunes, âgés ou plutôt assez équilibrée entre les différents âges. Alors, nous reprenons évidemment un indicateur relatif à l'origine, selon tel que nous l'avons défini, ainsi que par historique migratoire qui permet de voir la deuxième génération, la première génération devenue belge ou alors la première génération étrangère. Et enfin, le dernier indicateur porte sur la répartition des salariés selon le niveau de diplôme, donc faible, moyen, élevé. Et pour les diplômés de l'enseignement supérieur, on fait également une distinction entre bac, master et doctorat. Alors, ces fiches s'accompagnent évidemment d'un guide de lecture. Donc, il y a un guide de lecture qui est à disposition des commissions paritaires qui permettent un peu de peut-être mieux comprendre certaines nuances ou les définitions et les données qui sont utilisées. Et je conclus. J'essaye de rester dans les temps. Dans le cadre de notre rapport monitoring socio-économique, on avait établi toute une série de recommandations statistiques afin de permettre d'améliorer les analyses que nous pouvons faire, mais aussi d'améliorer les évaluations qu'on peut faire des politiques qui ont été mises en place. Et je vais me concentrer, en nommer juste 4. Il faut augmenter la capacité du Data Warehouse, marché du travail et protection sociale. C'est une source de données qui est vraiment riche. Mais il faut augmenter la capacité pour le traitement de données, des demandes de données, puisqu'ils reçoivent énormément de demandes, mais ils n'arrivent pas à suivre. Et aussi pour aider les demandeurs, donc les personnes qui font leurs demandes, parce que c'est une base de données qui est assez complexe dans certaines variables qui sont reprises et les notions sont parfois ne reprennent pas ce qu'on pense pouvoir capter. Donc c'est toujours un travail... vraiment un travail de fond à faire et il faut vraiment pouvoir aider les personnes qui font des demandes auprès de la Data Warehouse. Il faut aussi continuer à permettre l'accès à ces données pour qu'on puisse faire des analyses scientifiques et puis qu'on puisse aider à l'élaboration des politiques, pour les améliorer, pour les adapter. Et aussi de notre expérience de l'utilisation de ces données et de différentes demandes que nous recevons par ailleurs, il faut améliorer dans la déclaration de l'ONSS aussi les informations sur les catégories de fonctions de classification, aussi sur la profession. Pour le moment, la profession n'est pas reprise dans les données ONSS, donc nous n'y avons pas accès dans le Data Warehouse, mais aussi mieux capter les types de contrats
contrat à durée déterminée, indéterminée, travail de nuit, travail du samedi, du dimanche, qui sont assez difficilement identifiables actuellement dans le Data Warehouse. Voilà, je vais en rester là. Merci beaucoup. Dank u wel. Dank u wel voor dat heel interessante overzicht van wat er allemaal aan gegevens beschikbaar is in het kader van de socio-economische monitoring. En dan ben ik blij nu het woord te kunnen geven aan mijn collega's van het instituut. En wij gaan u kort de werking van onze discriminatiecel toelichten. Dus de cel die de individuele meldingen van discriminatie behandelt. En we gaan u ook kort een goede praktijk, denken we zelf, toelichten, het project Parents at Work. Alice, vas-y. Bonjour. Voilà. L'appareil pour... Ja. Merci. Bonjour, mais voilà, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes avec mes collègues à mes côtés. L'Institut a été créé par la loi du 16 décembre 2002 et cet institut s'est vu confier plusieurs missions essentielles qui sont à la base d'une société équitable et juste. Alors, pour accomplir ces missions, l'Institut se déploie sur 4 domaines d'activité. La première, c'est l'assistance juridique individuelle et cette cellule que j'ai le plaisir de coordonner. Nous allons nous pencher beaucoup plus en détail dans un instant. Analyse et soutien des politiques pour s'assurer qu'elles répondent aux besoins de tous les citoyens sans distinction de genre. Recherche et formation pour maintenir l'Institut à la pointe des connaissances et des compétences nécessaires. Sensibilisation et création des communautés pour renforcer l'égalité des genres dans l'ensemble de la société par le biais des partenariats. Focalisons-nous désormais sur la cellule. Voilà. Oups, j'ai un peu été trop vite. Voilà. Focalisons-nous maintenant sur la cellule d'assistance juridique individuelle. Donc, son rôle est crucial parce qu'elle permet de garantir le respect de la législation sur la discrimination de genre, à savoir la loi du 10 mai 2007. Cette loi stipule qu'une personne ne peut pas être traitée de manière moins favorable qu'une autre personne en raison d'un ou plusieurs des critères qui sont protégés par la loi genre. Alors les critères sont affichés. Donc, il s'agit de 12 critères, à savoir le sexe, la grossesse, la maternité, l'accouchement, les responsabilités familiales, les caractéristiques sexuelles, la transition de genre social, la transition de genre médical, la procréation médicalement assistée, l'allaitement, l'identité de genre et enfin l'expression de genre pour le 12e critère. Alors, le champ d'application de cette loi est vaste. Elle couvre l'emploi, les biens et services, la protection sociale, y compris la sécurité sociale et les soins de santé, les avantages sociaux, l'accès et la participation à une activité économique, sociale et culturelle ou politique, accessible au public. Voilà. Je passe désormais la parole à ma collègue Charlotte pour la présentation de la loi bien-être. S'il te plaît. Merci. Dus je ziet, ja, de genderwet is van toepassing op arbeidsvlak. Dat is eigenlijk heel ruim, want dat gaat tot het lanceren van een vacature, tot het eindigen van de arbeidsrelatie. Nu, in die hele periode kan er van alles mislopen, ook op het vlak van welzijn op het werk. Vandaar dat we het belangrijk vinden om naast de genderwet ook de welzijnswet even te vermelden, omdat wij ook in onze meldingen zien dat vaak staan die wetten naast elkaar, maar ook vaak is er daar interactie. En dan bedoel ik dat vrouwen nog steeds vaker dan mannen helaas geconfronteerd worden met psychosociale risico's op het werk. Dus dat gaat van pesterijen over grensoverschrijdend gedrag tot in sommige gevallen geweld. En in de praktijk betekent dit ook vaak dat dergelijk gedrag tijdens de tewerkstelling eigenlijk een aanloop is naar een ontslag. Vandaar dat de welzijnswet ook heel relevant is voor de werking van de juridische cel. Nu, wanneer zich intimidatie voordoet op de werkvloer, dan is de welzijnswet in C van toepassing. En daarbij hoort ook de procedures die de welzijnswet
voorziet. Maar net omdat het zo moeilijk is, er is een hoge drempel om gebruik te maken van de procedures die voorzien zijn, is er een bescherming voorzien tegen represailles. Dus als iemand naar voren wil komen omdat hij slachtoffer is van enige vorm van grensoverschrijdend gedrag of iemand heeft iets gezien of iemand heeft iets vernomen, dat die persoon dan eigenlijk melding kan doen binnen het bedrijf, maar ook bij het instituut, zonder dat daar negatieve gevolgen aan verbonden zijn. Wanneer we dan kijken naar de praktijk, naar de cijfers, de meldingen die het instituut ontvangt, dan zien jullie hier een schema van alle domeinen. Ik ga dat niet helemaal overlopen. Hij vindt ook meer duiding in ons jaarverslag dat beschikbaar is op onze website. Maar jullie zien dat de meeste meldingen die wij ontvangen handelen over benadeling op vlak van arbeid. Ik moet er wel bij zeggen, meldingen, dat is een generieke term, dus daaronder vallen ook infovragen. Bedrijven, maar ook werknemers, die kunnen aan ons ook een bepaalde infovraag stellen. Daaronder valt ook mededeling. Dat is dan iemand die bijvoorbeeld een vacature merkt op een jobsite, waar dat er expliciet op zoek wordt gegaan naar mannen of vrouwen. Maar dus ook klachten. Dat zijn echt mensen die menen dat zij benadeeld zijn geweest op grond van een van de criteria die daar net kort zijn aangehaald. Wanneer we dan inzoomen op het domein werk, ja, dan zien jullie duidelijk dat de meeste meldingen gaan over geslacht, maar dat er inderdaad ook veel meldingen binnenkomen rond moederschap, zwangerschap en ouderschap. Wanneer we dan terugkeren naar de genderwet, er bestaan verschillende vormen van discriminatie. Dat is vaak een heel abstract begrip, niet tegenstaande dat er wettelijke definities bestaan. Ik denk dat we heel uitgebreid kunnen uiteenzetten wat deze vormen inhouden. Maar we denken dat het misschien minder abstract wordt als we daar gewoon een voorbeeld van geven. Bijvoorbeeld een voorbeeld van directe discriminatie is een werknemster die ontslagen wordt omwille van het feit dat ze een abortus heeft ondergaan. Een vorm van indirecte discriminatie, dat is het meest abstracte begrip meestal, is nu bijvoorbeeld recent een arrest van het arbeidshof, waarin dat eigenlijk werd geoordeeld als een bedrijf geen adequaat beleid voert tegen grensoverschrijdend gedrag en daar ook niet adequaat op reageert wanneer dat gebeurt, dat dat eigenlijk een indirecte discriminatie van de vrouwen is. Omdat, zoals daarnet is aangehaald, vrouwen nog steeds vaker dan mannen hiervan slachtoffer worden. Dus het falen van dergelijk beleid houdt een indirecte discriminatie in. Opdracht geven tot discriminatie. Het klassieke voorbeeld is daar een gebruiker die aan een uitzendkantoor de boodschap geeft van ja, wij willen geen mannen of geen vrouwen voor deze functie. Dat is dan eigenlijk het feit dat men opdracht geeft tot discriminatie, wat evenzeer verboden is. Dan hebben we ook nog intimidatie en seksuele intimidatie. Zoals ik daarnet heb gezegd, als zich dat voordoet in een arbeidscontext, dan wordt er eigenlijk gekeken naar de welzijnswet. Een voorbeeld van intimidatie is een werkgever die zegt prima dat jullie ouderschapsverlof aanvragen, maar als jullie dat doen, weet dan wel dat jullie bepaalde voordelen verliezen of dat ik vanaf dan uw agenda zal bepalen. Dat is dus een intimidatie. Seksuele intimidatie, ja, dat spreekt voor zich. Dat gaat dus over ongewenst seksueel gedrag op het werk. Concreet, wat kan het team individuele juridische ondersteuning betekenen voor mensen? Dat hangt eigenlijk af van het soort melding, van de wens van degene die met het instituut contact opneemt en uiteraard ook van het feit of het instituut al dan niet bevoegd is.
wij kunnen informeren. Zoals gezegd, wij ontvangen ook informatievragen. Dus bedrijven die vragen hebben rond... we stellen vast dat er weinig vrouwen in hogere functies werkzaam zijn bij ons. Kunnen wij een positieve actie lanceren? Wat houdt dat concreet in? Waar moeten we rekening bij houden? Dus bedrijven kunnen bij ons terecht, maar uiteraard ook vakbonden, andere organisaties, externe preventiediensten, als er zich een psychosociaal risico en mogelijk discriminatie op de werkvloer voordoet. Adviseren, dat hoort daar eigenlijk bij. Dat kan ad hoc zijn. Hè. Dat kan zijn dat er een overheidsdienst of een bedrijf een advies aan ons vraagt. Dan kunnen wij dat uiteraard geven. Maar dat kan ook bestaan in echt het formuleren van een aanbeveling of een advies. Als wij merken uit onze meldingen dat er op vlak van de regelgeving zich een probleem vormt, dan kunnen wij die rol op ons nemen om dat probleem te signaleren. Als wij een klacht binnenkrijgen en wij merken dat er inderdaad een sterk vermoeden is dat er sprake is van discriminatie, dan gaan wij mits toestemming van de melder steeds contact opnemen met de tegenpartij om die communicatie op te zetten met het oog eigenlijk op het vinden van een oplossing tussen beide partijen. Stel dat dat niet mogelijk is, en er is een klacht binnengekomen bij het instituut en wij zijn ervan overtuigd dat er wel degelijk sprake is van een discriminatie, dan kunnen wij opnieuw met toestemming van het slachtoffer en indien dit kadert binnen ons beleid rond gerechtelijke stappen, dan kunnen wij alleen of samen met een slachtoffer naar de rechtbank stappen. Dit is heel kort samengevat wat wij doen op juridisch vlak. En dan geef ik nu het woord aan mijn andere collega. Goedemiddag allemaal. Ik kom kort een ander deel van het werk van het instituut toelichten. Ik wil graag een aantal online tools van het instituut kort in de kijker zetten. Het instituut heeft een website gemaakt. Jullie vinden de link hier bovenaan op de slide. Die eigenlijk specifiek gericht is op werkgevers als doelpubliek. Die website bestaat in 4 talen en bestaat eigenlijk voornamelijk uit 2 grote onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over het Europees project Parents at Work. Dat is een project van een aantal jaar geleden rond het thema ouderschap op het werk en evenwicht tussen werk en privéleven. Omdat we weten dat er nogal gendergerelateerde uitdagingen mee gepaard gaan, zoals hier vandaag al een paar keer vermeld werd. En dan het tweede deel van de website is de databank Goede Praktijken, die eigenlijk zichtbaarheid wil geven aan goede praktijken door werkgevers zelf ingevoerd om de gendergelijkheid in een organisatie te bevorderen. Ik geef nog graag eventjes mee dat we werken aan updates van een aantal tools op de website in de komende periode. Dus moesten jullie kijken en er zijn een aantal dingen tijdelijk niet beschikbaar, dan raad ik zeker aan om later nog eens terug te komen kijken. Dan zoom ik graag eerst eventjes in op de Parents at Work deel van de website en dan specifiek de toolkit die dan beschikbaar is, die er eigenlijk enerzijds op gericht is om werkgevers te informeren over voornamelijk de wettelijke rechten en plichten van hun werknemers, maar anderzijds ook werkgevers wil inspireren om bepaalde maatregelen te nemen die de work-life balance kunnen bevorderen of die een gezinsvriendelijk beleid kunnen promoten. Zoals jullie zien rechts op de afbeelding bestaat de toolkit uit een aantal verschillende concrete onderdelen. Er zijn onder andere verschillende checklists beschikbaar op de website. Er is een e-learning module en er zijn ook goede praktijken verzameld in het kader van dit project. Daarnaast vinden jullie ook nog een aantal maatregelen ter inspiratie en een pagina met tips over hoe je een gezinsvriendelijk beleid kan uitbouwen in je organisatie.
Over de checklists in het kader van het Parents at Work project geef ik nog graag eventjes mee dat er 9 beschikbaar zijn op de website over 9 verschillende thematieken. Jullie zien ze hier op de slides. Dat kan gaan van geboorteverlof tot borstvoeding of ouderschapsverlof. Allerlei verschillende interessante thema's. En dus elke checklist geeft eigenlijk op een overzichtelijke manier per thematiek aan wat werkgevers moeten doen op wettelijk vlak. Maar daarnaast bieden ze ook handige tips aan voor werkgevers die iets verder willen gaan dan de minimale wettelijke vereisten. En dan tenslotte keer ik nog graag eventjes terug naar het andere deel van de website, de databank Goede Praktijken. In die databank vinden jullie allerlei fiches terug met concrete praktijkvoorbeelden van acties die werkgevers hebben genomen om de gelijkheid van vrouwen en mannen in een organisatie te bevorderen. Het gaat om een hele grote verscheidenheid aan werkgevers die in die databank zitten, van heel kleine KMO's tot grote bedrijven. En wat ook interessant is, is dat er in die fiches onder andere ook een beschrijving opgenomen werd van het implementatieproces van de maatregel die ze hebben ingevoerd, met eventueel ook informatie over succesfactoren of uitdagingen daarbij. Dus heel waardevolle informatie om over uit te wisselen. Rechts op de slide zien jullie allerlei zoektermen en filters waar jullie mee aan de slag kunnen in de databank. Dus zoals jullie kunnen zien zijn er een aantal goede praktijken opgenomen die te maken hebben ook met het Parents at Work project. Maar het gaat veel breder dan dat. Er zijn ook goede praktijken te vinden rond bijvoorbeeld de loonkloof, of je kan op zoek naar goede praktijken bij recrutering en selectie. Of bijvoorbeeld ook goede praktijken rond de strijd tegen stereotypen. Dus heel veel interessante informatie te vinden. Voilà, dus dan raad ik jullie zeker aan om eens een kijkje te nemen op de website. Het is de onderste link op de slide hier. En ik geef ook nog graag mee dat wij altijd geïnteresseerd zijn in het uitbreiden van onze databank. Dus als jullie zelf een goede praktijk hebben in jullie organisatie, mogen jullie zeker contact opnemen via de website van het instituut, of mijn mailadres stond ook op de eerste slide van de presentatie. Dank je wel. Dank je wel. En dan ben ik zeer blij om als laatste spreker van de voormiddag de heer Brahim Hilami aan te kunnen kondigen, die ons een uiteenzetting gaat geven over een innovatief project rond gender in de bouw. Merci pour l'invitation. Je vais essayer d'être assez bref parce que je sais, comme on dit, votre famille n'a pas d'oreille. Donc je vais essayer d'aller droit au but, mais à votre disposition, bien évidemment, s'il y a des questions. Donc, je suis donc Brahim Hilami, secrétaire fédéral pour la Centrale Générale FGTB, chargé du secteur de la construction, entre autres. Mais je suis ici aujourd'hui essentiellement pour représenter les interlocuteurs sociaux du secteur de la construction, dans ce qu'on appelle, où on se réunit au niveau donc, du fonds du secteur de la construction constructive. Et plus particulièrement par rapport à la branche et l'expérience qui a été qui est en train de se faire au niveau wallon. D'abord, peut-être un petit mot concernant le contexte sectoriel. Plusieurs facteurs ont conduit évidemment les partenaires sociaux dans le secteur de la construction de se pencher sur cette question du genre au sein du secteur de la construction. Des facteurs, évidemment, que tous les secteurs ont subi, notamment la crise sanitaire, la reconstruction de la Wallonie après, malheureusement, les inondations qui ont eu lieu, et aussi le secteur de la construction qui a été sollicité, vous le savez, par rapport au plan de relance, et peut-être aussi profiter de ce plan de relance pour pouvoir implémenter et répondre aussi à la problématique de la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Je dois le souligner, qualifiée, parce que la main-d'œuvre, il y en a, mais la main-d'œuvre qualifiée, c'est ça qui pose souvent problème. Alors, il y a d'abord une campagne sectorielle à l'échelle régionale
et fédérale, échelle régionale au niveau de la Wallonie. Donc cette campagne qui a été et qui est toujours en cours, notamment des affiches sur les autobus, etc., via les réseaux sociaux, etc. Mais on a une campagne au niveau fédéral qui est beaucoup plus large et qui touche l'ensemble du territoire pour pouvoir justement attirer, pas seulement les femmes, mais aussi les jeunes et autres, et les demandeurs d'emploi dans le sein du secteur de la construction. Pour ce faire, on a réalisé donc, un séminaire qui a été ouvert, séminaire évidemment qui a été premier qu'on a réalisé avec un échange avec le cabinet Montréal. Mais on y a invité FEDASIL, l'enseignement, évidemment le forum, mais aussi toutes les personnes, ressources qui pourraient nous aider à réfléchir sur la problématique de la pénurie de manière plus large. Et puis, dans cette discussion, dans cet échange, c'est avéré évidemment qu'on avait aussi la question genre au sein du secteur de la construction. Et quelles sont les actions qu'on pourrait mener pour essayer d'amener plus de femmes au sein du secteur de la construction. Alors, pour préparer ce séminaire, il y avait évidemment la question du genre, donc, comme je l'ai dit, qui s'imposait. Mais on a fait une analyse sectorielle selon les différentes approches de cette question qui ont été... Pardon. Ah, pardon. Ah oui, si vous voulez bien. J'ai oublié de... Voilà. Hop, je suis à jour, là. Oui, pardon, merci. Donc, on a voulu faire une analyse d'abord quantitative qui consistait à revoir les chiffres. Vous avez évoqué tout à l'heure les chiffres, les données chiffrées de l'emploi dans le secteur de la construction, de manière plus large. Et puis, des caractéristiques du secteur qui sont assez spécifiques. Puis ensuite, on a fait une analyse qualitative qui consiste en une enquête et recueil de témoignages sur le terrain. Et puis, enfin, un recensement des outils existants pour partir donc sur une bonne base de travail. Alors, l'analyse sectorielle quantitative, on avait besoin, effectivement, on avait des chiffres, mais les données chiffrées parlent d'elles-mêmes au sein du secteur de la construction par rapport aux gens. Et on s'est aperçu, effectivement, et vous vous en doutez dans ce secteur-là, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne vais pas le nier, c'est un secteur qui est assez masculin. 35% de la part des femmes employées sont dans le secteur de la construction. 35%, ça veut dire qu'on a 45 000 employés dans le secteur de la construction, dont 35%, c'est des femmes. Ça ne vous surprendra pas, c'est effectivement là, on a des architectes, on a l'administratif, etc. Tout ça, c'est effectivement au niveau du secteur de la construction très important. Là, je pense qu'on n'est pas mal. Par contre, au niveau des ouvriers, on a une représentation de 0,8%, c'est la part des femmes ouvrières dans le secteur de la construction. 0,8%, c'est combien? C'est 1400 ouvrières. Et en plus, ça varie. Je ne peux pas dire aujourd'hui, vous avez montré tout à l'heure des chiffres, mais le dernier chiffre que j'ai, c'est 1400 à tout casser. 1400. Sur 148 000 ouvriers. Je pense que j'ai oublié de... Excusez-moi. Sur 148 000 ouvriers. Ça vous donne un peu l'idée qu'il fallait vraiment, au niveau des interlocuteurs sociaux, essayer de se pencher sur la question de manière assez sérieuse, avec le contexte qui nous pousse, puisqu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. On a constaté que la communauté germanophone est en avance. C'est là où se situe un peu plus d'ouvrières. Et aussi la région de Liège. Ça s'explique peut-être par certaines approches et peut-être aussi certains changements de mentalité. La répartition aléatoire sur les différents métiers du secteur, notamment, on a regardé, est-ce que c'est dans les grosses œuvres, techniques, spéciales, y compris dans certaines niches professionnelles. Et puis, un premier vecteur dans l'insertion, on a constaté que c'est plutôt l'entourage familial. Ça veut dire que si vous avez dans la famille
vous êtes dans une famille entreprise du secteur de la construction, ben c'est souvent les filles, en tout cas les femmes qui viennent de ce secteur-ci, qui rentrent dans le secteur. Et puis, en ce qui concerne l'analyse alors qualitative, les témoignages, c'était important parce que nous, on voulait aussi vraiment voir sur le terrain comment les choses se passent avec les témoignages des femmes qui travaillent dans le secteur de la construction. Comme ça, on a des exemples du terrain pour pouvoir justement adapter notre réflexion. Le retour du terrain. Alors, évidemment, il existe en tout cas manifestement différents regards sur les ouvrières, les employeurs et accompagnateurs. Et on peut constater, on a identifié quand même des obstacles, vous vous en doutez, sur le parcours d'insertion du projet professionnel à l'emploi, des découragements par rapport à certains professeurs et certaines mentalités de dire on ne va pas dans ce secteur-là, tu n'as pas d'avenir là-dedans, etc. C'est vraiment une difficulté majeure. Identification aussi des mesures de soutien en entreprise. Et là, c'est positif parce qu'on constate que les outillages adaptés existent, les équipements aussi, la préparation des équipes, c'est aussi possible. Et dans ce cadre-là, on peut dire qu'on est plutôt assez positif sur ce point-là. Maintenant, les identifications des acteurs à sensibiliser sur le terrain, sur le chantier. Sous-traitants, maîtres d'œuvre, d'ouvrage et architectes. Manifestement, là, on a aussi, selon l'enquête qu'on a menée, constaté qu'il y a du travail, du chemin à faire pour pouvoir sensibiliser vraiment les personnes qui doivent nous aider sur le terrain pour pouvoir amener les femmes au sein du secteur. Alors, pour faciliter, on a aussi réalisé un recensement des outils existants. Ça ne sert à rien d'inventer de nouveaux outils si on en a déjà qui sont à disposition. Comme vous le savez, ça prend beaucoup plus de temps de réaliser des outils, notamment les séquences vidéo, témoignages. Et on a pris un exemple d'une dame qui travaillait à Liège dans une société qui est venue témoigner à ce séminaire où elle a parlé de ses difficultés, mais on constate concrètement, pour cette dame, pour travailler dans le secteur de la construction, le parcours difficile et sans le soutien effectivement de son employeur, c'était vraiment le cas ici, elle aurait déjà peut-être abandonné. Mais là, on a aussi relevé des éléments sur lesquels on doit pouvoir travailler au sein du secteur de la construction. Alors, je vais aller peut-être un peu plus vite, pardon. Hop là. Pour essayer de se focaliser plutôt sur les objectifs. Ah, pardon, il faut que je revienne. Alors, en matière d'objectifs sectoriels, donc sur base de cette analyse, les partenaires sociaux ont déterminé les priorités pour lutter contre la discrimination, les stéréotypes de genre dans la construction. 4 éléments qui ont été donc identifiés et confié à un groupe de travail qui a été donc mis en place, groupe de travail technique dans le secteur de la construction qui travaille spécifiquement sur ces 4 éléments. D'abord, encadrement d'une enquête auprès des ouvrières de la CP 124. Une forme de communication, et vous l'avez compris, on a un déficit d'image vis-à-vis justement des femmes et des jeunes filles même dans les écoles pour pouvoir avoir une image sur le secteur de la construction qui serait inaccessible. On développe donc des brochures, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des réseaux sociaux, je vais y revenir tout à l'heure, une campagne qui est assez agressive en tout cas à ce niveau-là. L'environnement de travail propice à la diversité de genre, c'est aussi quelque chose sur lequel on doit travailler, mais on a besoin évidemment des entrepreneurs, mais sensibiliser les travailleurs qui doivent accueillir dans leur équipe des femmes, mais aussi le soutien des employeurs sur le terrain. Parce que sans ça,
évidemment, ça devient beaucoup plus compliqué dans les équipes. Et puis, on a défini une mission d'un coach sectoriel. Je ne sais pas si je... Guide sectoriel. Pardon, non, j'étais trop loin. Voilà. L'avant-dernière, donc toujours dans le cadre de cette enquête sectorielle, auprès des entreprises ayant des femmes ouvrières, on a procédé pour vraiment atteindre ou y avoir des témoignages qui collent avec la réalité, non pas des témoignages qui nous viennent d'autres personnes. Donc, contact téléphonique avec les différentes femmes qui sont individuellement, qui sont dans le secteur de la construction, et contact aussi avec les employeurs pour vérifier quelles sont les difficultés qui existent au sein du secteur pour pouvoir insérer les femmes au sein du secteur. Alors, les points clés d'analyse. D'abord, on a bien malheureusement pu le constater, il y a un manque d'opportunités de rencontrer des candidates. Toujours, et ça, ce n'est pas spécifiquement aux femmes, c'est vraiment général au niveau du secteur de la construction par rapport à l'attractivité du secteur. Malheureusement, à cause de son image. Ce n'est pas spécifique, mais on constate quand même, une fois qu'on a les candidatures qui sont mises en place, et c'est ce que les employeurs disent, ben, il n'y a pas, d'une manière spontanée, des femmes qui se présentent à ces emplois-là. En tout cas, il y en a beaucoup moins, sinon on ne serait pas à 1400 ouvrières dans le secteur de la construction. L'impact positif sur l'équipe, c'est un élément important. Là où il y a des femmes qui travaillent dans les équipes, on constate qu'il y a un impact positif dans cette équipe-là. Et c'est constaté sur le terrain. L'image de l'entreprise. On a vu que les entreprises qui ont des femmes dans leurs entreprises faisant un peu plus de promotion en disant voilà, moi j'ai accueilli des femmes chez moi, elles travaillent, sont sur le chantier, etc. Il me reste 5 minutes. Je vais voir fini. Et donc, l'image aussi du métier. Et je pense que ça, c'est vraiment un élément important. On a aussi constaté, c'est le cas, un engagement affirmé des femmes qui sont rentrées dans le secteur de la construction. Elles revendiquent leur métier, elles s'affirment dans les équipes et ce n'est pas simplement celles qui viennent et qu'elles demandent des aides, des ouvriers, des autres collègues, etc. Non, elles veulent exercer leur métier et s'impliquer dans leur métier. Et ça, je pense que c'est un caractère quand même qu'on a constaté dans notre enquête sectorielle. Et puis, je pense qu'un élément évidemment très important, c'est la communication. Je pense c'est un élément sur lequel on travaillait déjà. Mais on doit encore, nous semble-t-il, encore plus renforcer cette communication avec une féminisation du support promotionnel. C'est fait, en tout cas pour mon organisation, mais aussi pour le secteur. Vous allez voir, et vous le voyez maintenant sur l'image, toutes nos brochures, vous allez y voir chaque fois, pas seulement un homme, mais aussi des femmes, parce que c'est le cas quand elles travaillent dans le secteur de la construction. Je dois dire aussi que dans la formation, on constate qu'il y a des formatrices dans certains métiers comme le carrelage, finition, etc. Elles forment les ouvriers, en tout cas les demandeurs d'emploi, pour pouvoir justement travailler dans le secteur. Action donc publique sur la question genre, c'est ce qu'on a fait au niveau devant la gare des Guillemins avec des influenceurs. Valorisation du parcours exemplaire. C'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure d'une femme qui travaille dans le secteur et qui a voulu bien témoigner et démontrer que c'est possible. Et puis le Job Day, construction dédiée aux demandeuses d'emploi, spécifiquement pour les demandeuses d'emploi avec les employeurs. Alors, on a eu un à Namur et un à Bruxelles, présence de plus ou moins 25 femmes. Pour pouvoir, qui étaient intéressés de travailler dans le secteur de la construction. Bien, donc on ne peut pas nier non plus le bien-être, en tout cas du genre. Je pense que j'ai presque bien-être au travail. Je vais simplement indiquer que pour pouvoir, dans le secteur de la construction, on a besoin évidemment, et l'importance de la considération des ressources humaines, c'est
un élément très important sur lequel on doit se baser une fois qu'on a des candidats pour pouvoir travailler, c'est cette réflexion chez les ressources humaines dans le secteur de la construction pour dire on va accompagner, on va amener, donner toutes les possibilités et la chance aux femmes de continuer dans le secteur de la construction. Deuxième élément, c'est la communication interne et externe sur l'image du secteur par rapport au public cible, donc le genre, et aménagement du temps de travail. C'est aussi un élément sur lequel on doit travailler au niveau du secteur parce qu'effectivement, il y a certaines difficultés. Ça dépend des branches et des métiers. Si vous travaillez dans les grosses œuvres et que vous avez un camion qui amène le béton à 5 heures, à 6 heures du matin, c'est un peu plus compliqué. Mais si vous travaillez dans la finition, peinture, décoration, carrelage, etc., là, logiquement, on s'est adapté quand même le temps de travail pour pouvoir commencer un peu plus tard et terminer dans des heures normales. Et je vais essayer de terminer, moi, dans une... dernier élément, parce que c'est quand même important, je pense que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, simplement vous signaler que avec une subvention et avec un échange avec le cabinet Montréal, on a le secteur de la construction. Donc, on gage à partir de 2 octobre un coach qui va avoir comme mission un conseiller et conseiller, accompagnement individuel des entreprises pour celles qui s'engagent à justement amener les femmes dans leurs entreprises. Et développement des outils, sites, fiches et affiches, le réseau social pour pouvoir justement de nouveau donner un grand aura et une communication pour attirer le plus de femmes dans le secteur de la construction et l'accompagnement de celles-ci. Donc, clairement et concrètement, on met en place quelque chose qui va démarrer le 2 octobre et on a beaucoup d'espoir que ce coach, cette coach, parce que c'est une dame, pourrait alors nous aider aussi à amener encore plus de femmes dans le secteur de la construction. Merci, je suis désolé, mais ce n'est pas évident. Heel hartelijk bedankt voor die uiteenzetting. Het is eigenlijk fijn om de voormiddag op een positieve noot te kunnen eindigen, hè, met een perspectief van hoe het in sectoren beter kan georganiseerd worden. En dan zijn we nu denk ik wel toe aan de lunch, waar ik u allemaal graag toe uitnodig, opnieuw in de zaal hiernaast. En we beginnen er weer aan om 2:15. Et donc pour ceux qui nous suivent en ligne, on reprend à 13h45. Donc, bon lunch et à bientôt. C'est vrai qu'on n'aura jamais l'occasion d'avoir des questions-réponses.